Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Escadrone. On va prendre une bonne demi-heure, on va dire, pour vous présenter la nouvelle caméra P1. Et n'hésitez surtout pas, alors durant la présentation, à poser vos questions dans le chat. On y reviendra en fin de présentation. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter de manière rapide Escadrone, si vous ne nous connaissez pas encore. Vous présenter également le vecteur, qui est capable d'embarquer l'AP1, le Matrice 300 RTK de chez DJI. On reviendra sur les caractéristiques techniques de la caméra P1. Et Nicolas prendra le relais pour vous présenter les différents tests qu'on a pu effectuer jusqu'à présent. Et enfin, on reviendra sur vos questions que vous pouvez poser, donc, comme je le disais, sur le chat pour qu'on puisse les lire au fur et à mesure. Donc, je suis Tiffany Rousseau, je suis chargée de la commercialisation des drones aériens chez Escadrone. Donc, Escadrone, on existe depuis 2014 et on est issu de la conception de machines aériennes. Il faut savoir qu'on a une vision un peu 360 de l'outil de robotique autonome, puisqu'on va avoir aussi bien des outils en aérien, en marin, en sous-marin et en terrestre. Alors, on a une grosse partie de distribution, notamment sur les outils aériens, où on va représenter plusieurs marques, comme DJI, de l'air, Autel ou Parrot, par exemple. Sur la partie sous-marine et terrestre, on va représenter une marque qui s'appelle Deep Tracker, qui est une marque canadienne. Et sur la partie marine, une marque française, le Batidrone, qui est conçu en France. Donc, il faut savoir qu'on est une équipe d'une dizaine de personnes sur site, plus une dizaine de formateurs répartis sur le territoire français. On va s'adresser aussi bien en avant-vente sur du conseil de machine, donc bien déterminer vos besoins pour vous proposer du matériel qui est cohérent. Évidemment, une brique de formation, que ce soit pour le permis obligatoire sur la partie aérienne, pour que vous puissiez piloter vos machines et en toute sécurité. Et enfin, une brique après-vente et service technique qui nous permettent de vous accompagner sur toute la durée, on va dire, de vie de la machine, vous aider sur des questions techniques et faire toute la partie support matériel en cas de problème. Donc, le Matrice 300 RTK, il est sorti il y a un peu moins d'un an maintenant. Donc, c'est le dernier né de chez DJI, de la gamme Matrice. On est sur une machine qui va pouvoir voler sur les différents scénarios français, donc S1, S2 et S3. Sur la partie S2, on va pouvoir enlever les parachutes, ce qui va nous permettre un gain d'autonomie et de pouvoir faire du vol S2 sans devoir embarquer cette partie-là. On a une autonomie d'environ 43 minutes, ce qui va nous permettre de quasiment doubler cette autonomie par rapport à d'autres vecteurs. C'est une machine qui est typée 45, donc qui pourra évoluer sur des conditions un peu plus extrêmes contrairement à d'autres machines. Et elle est également équipée de capteurs d'obstacles en combo optique et infrarouge, ce qui vous permettra d'évoluer sur des environnements avec beaucoup d'obstacles et de vous aider à toute la partie navigation. Cette navigation, justement, elle se fait par l'intermédiaire du Smart Controller Enterprise, donc avec l'application DJI Pilot qui est installée nativement sur cette radiocommande. L'avantage, c'est qu'on va avoir un écran 5,5 pouces rétro-éclairé et également qu'on a toute la partie, on va dire, OcuSync Enterprise qui nous permet d'avoir une transmission assez éloignée puisque le Matrice 300 peut aller jusqu'à 8 km en zone complètement libre. On a la possibilité également de piloter en double radiocommande, donc que ce soit juste un pilote sur le vecteur et un pilote sur la caméra, ou sinon de pouvoir prendre le relais sur la machine en vol. C'est du matériel également qui est équipé du système RTK, qui va pouvoir fonctionner de deux manières différentes. La première, via les réseaux N-Trip, comme Teria ou Orpheon par exemple, où on va utiliser le réseau 4G. Et l'autre méthode, c'est via la station DRTK2 qu'on va pouvoir positionner sur un point connu.
La machine également, quand elle évolue, elle va enregistrer les fichiers d'observation, ce qui vous permettra éventuellement de faire du post-traitement, donc du PPK, par l'intermédiaire d'outils topo, de vos outils topo de base, par exemple. C'est une machine également qui va vous permettre d'avoir des rapports de qualité après mission, c'est-à-dire vous donner un état des lieux de la qualité de vos photos, savoir si elles sont exploitables dans le cadre de modélisation. Et on va avoir également tout un aspect état de santé du vecteur et de la caméra. Donc, est-ce que j'ai bien mes mises à jour? Est-ce que mes batteries sont bonnes? Est-ce que toute la navigabilité globale de la machine n'est pas compromise? Et est-ce que je peux évoluer en toute sécurité? Concernant la caméra P1, donc, elle a été annoncée fin d'année dernière et elle est disponible donc à la commercialisation. Donc, on est sur le capteur le plus performant de chez DJI, puisqu'on va retrouver un capteur CMOS en plein format, 45 millions de pixels, équipé d'un obturateur mécanique. Donc, pour rappel, l'obturateur mécanique, il va vous permettre d'éviter les effets de rolling shutter, de flou sur vos photos liées au mouvement, contrairement aux obturateurs électroniques qui nécessiteront de voler beaucoup plus lentement. Et du coup, on aura une moins bonne optimisation, on va dire, de vos zones de vol, enfin, de vos missions. Le TimeSync 2.0, je vais y revenir un petit peu plus tard sur une autre slide, on pourra en reparler. Et également un intervalle de photos très très serré, puisqu'on va pouvoir faire, on aura un intervalle entre les photos de 0,7 secondes en vol automatique. Également des modes de vol intéressants pour la partie cartographie, puisqu'on va pouvoir avoir un mode smart oblique, ce qui permettra notamment de faire des vols avec la caméra orientée, mais on y reviendra aussi sur des slides un petit peu plus tard. Le suivi de terrain par un port de fichier MNT, ce qui vous permettra d'adapter votre hauteur de vol en fonction du dénivelé que vous allez retrouver sur votre zone. Et également, donc, cette caméra, pour information, elle ne fonctionnera qu'en port simple pour le moment sur le port 1, donc en nacelle simple. Pas de nacelle aussi au-dessus du drone pour le moment. Ça, c'est des préconisations du constructeur. Donc là, un petit exemple des photos, les deux photos. Vous avez sur votre gauche une photo avec donc un effet de rolling shutter, un effet de flou. Donc on voit bien que la photo est un petit peu déformée. Et sur la partie droite, une photo corrigée, enfin en tout cas sans cet effet-là, grâce à l'obturateur mécanique. Donc la X7 va être capable d'embarquer 3 focales. Donc ce ne sont pas les focales de la X7, attention, les focales de la X7 ne sont pas compatibles. Ce sont des focales spécifiques à la P1. Donc on va retrouver 3 tailles, la 24 mm, la 35 mm et le 50 mm. Donc de base, la caméra P1 va être commercialisée avec le 35 mm. Il faut savoir que DJI, sortie d'usine, vous fournira les fichiers de calibration avec cette focale. On va y revenir également, puisqu'on va être capable, par un procédé, de refaire cette partie calibration quand on change cette partie focale. Donc, je vous parlais du TimeSync 2.0. Pour ceux qui connaissent déjà le Phantom 4 RT4 de chez DJI, ce TimeSync était déjà présent. Donc, en fait, on va être sur une technologie qui va accélérer tous les éléments du drone pour apporter un géotag au centre du capteur. C'est-à-dire que la partie GPS, la partie soft du drone, la partie nacelle et la partie capteur, tout va s'accélérer pour avoir vraiment une vérité au moment du clap de la photo, du géotag au centre du drone. Donc, on va prendre en compte évidemment le bras de levier du drone. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Nicolas Hébert, donc le gérant de la société, qui va pouvoir vous présenter les différents tests qu'on a pu effectuer pour le moment. Donc, je lui laisse la parole. Merci Tiffany. Donc, bonjour à tous. Nicolas Hébert, je dirige la structure Escadrone et j'ai pu mener quelques tests avec la caméra P1 que je vais vous présenter. Donc, sur la caméra P1, à titre d'exemple, comme le capteur du Phantom 4 RTK ou du Phantom 4 Pro d'ailleurs, puisque c'est les mêmes capteurs, sont assez connus, j'ai pris le setup qui est proposé par DJI, donc le P1 et 35 mm,
et le Phantom 4 RTK à même distance pour se rendre un petit peu compte de la différence de couverture. Donc effectivement, on est un peu plus zoomé sur la caméra P1, ce qui est assez logique puisqu'on était très grand angle sur la caméra du Phantom 4 Pro. On retrouve, si on fait une analogie avec le Phantom 4 RTK, on retrouve bien entendu dans les informations de la photo, donc là c'est simplement, j'ai ouvert la photo avec le bloc-notes Windows pour trouver les informations qui sont présentes dans cette photo, donc dans les EXIF ou dans le XMP là, qui est associé à la photo. Donc on retrouve bien entendu les coordonnées GPS de cette photo, les altitudes. On retrouve aussi l'orientation, le cap en degrés de la nacelle au moment de la prise de photo, donc ce qui peut être intéressant sur des sujets d'inspection, d'avoir le point de visée, le cap de visée, on va dire. Et puis, bien entendu, comme sur le Phantom 4 RTK, on retrouve les informations de calibration du setup P1 35 mm, donc qui sont les valeurs de distorsion, les coefficients de distorsion de cette nacelle, ce qui va être intéressant dans les reconstructions par photogrammétrie. Ces valeurs, elles sont fournies d'usine par DJI sur le setup P1 et 35 mm qui est livré. Il est recommandé de laisser le 35 mm fixé dessus pour ne pas changer ces valeurs qui sont calibrées d'usine. Si vous êtes amené à changer d'optique, on a un process pour retrouver ces valeurs et puis modifier la façon dont les photos ces informations vont être écrites à chaque photo prise par le 35 mm. Ce process, c'est clairement d'assembler un modèle par photogrammétrie via DJI Terra. Et DJI Terra va nous fournir un petit fichier qui va venir reconfigurer la caméra au prochain redémarrage. Si vous êtes amené à travailler sur les mêmes optiques, il est conseillé de la laisser fixer dessus, de ne pas la démonter, et puis les valeurs ne changent globalement pas. On retrouve aussi plein d'autres informations qui sont associées à cette photo, mais dans les principales, c'est celle-là. Donc cette caméra, elle est aussi intéressante en inspection, puisqu'on a un vrai capteur plein format, cette fois-ci sur un drone DJI, quelque chose qu'on n'avait pas jusque-là. Nous, ce qu'on voulait aussi essayer, c'était un petit peu la qualité de l'autofocus, voir si on pouvait se mettre très très proche d'un objet. Donc on s'est mis un petit peu dans des conditions défavorables, donc sur un mur blanc, avec donc du coup un algorithme d'autofocus qui va travailler sur une surface assez uniforme, pour vérifier et puis tester aussi un petit peu cette aptitude à l'autofocus. DJI annonçant sur le 35 mm une valeur minimale d'autofocus à 80 cm de l'objet. Donc là, on a fait l'essai sur un mur blanc à 1 mètre, 2 mètres et 3 mètres. J'ai fixé une petite carte SD sur le mur pour qu'on se rende compte de la qualité de l'autofocus. On note que le focus est bon sur toutes les distances. Et puis, bien entendu, on perd un petit peu en qualité quand on s'éloigne, mais c'est de la perte de qualité qui est liée à la distance, qui n'est pas liée au focus. On a une netteté du focus sur les trois distances. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes dans des applicatifs d'inspection où vous avez éventuellement des surfaces un peu uniformes ou difficiles et que vous souhaitez un niveau de détail assez fort. C'est possible et l'autofocus fonctionne bien. Sur la partie reconstitution par photogrammétrie, j'ai fait une orthophoto d'un site avec le Phantom 4 RTK et avec la caméra P1 et 35 mm. Donc pour voir un petit peu ce qu'on gagne par rapport à cette machine, le Phantom 4, qui est assez répandue dans les usages cartographiques. Le calcul s'est fait avec Pix4D dans des qualités standards. Je ne suis pas monté dans les paramètres très élevés de qualité. Et on a un vol à 50 mètres pour le Phantom 4 et puis un tout petit peu plus haut à 60 mètres pour la caméra P1. On est dans les deux cas en RTK actif sur le drone. Donc là, les corrections viennent du fournisseur Orphéon. Et on avait placé des cibles à la fois de calage et de contrôle sur le site. Sur les cibles, donc elles font 50 cm par 50 cm. Donc là, sur la droite, vous voyez une cible qui est issue de l'orthophoto qui est à gauche. Et on note sur la précision du nuage de points une précision de l'ordre de 2 à 5 cm, plutôt 2 sur la partie planimétrie et plutôt 5 sur la partie altimétrie.
Voilà, on peut faire un peu mieux, bien entendu. Là, l'idée, c'était plutôt de voir le comparatif sur la qualité de la résolution, on va dire, des orthophotos, sachant qu'on va pas forcément, on va gagner un petit peu avec la P1 sur la partie précision du nuage de points, mais pas dans une mesure pas dans une grande mesure. On reste on est dans les mêmes qualités que le Phantom 4 RTK au niveau du nuage de points, ce qui était euh, très correct dans les applicatifs sur lesquels on utilise ces produits. Donc, on est au mieux autour d'1 centimètre en planimétrie, en déployant des moyens un petit peu standards. On peut aller un peu plus loin, mais on sort un petit peu des moyens standards. Mais en tout cas, on est au mieux autour d'1 centimètre en planimétrie, puis on va être entre 2 et 4 centimètres au mieux en altimétrie. Et puis, bon, donc là, dans le cadre de ce projet qui était un petit peu standard avec des moyens très standards, on arrive à des précisions qui sont de l'ordre de 2 centimètres en XY et 5 en Z. Donc là, sur la droite, on note la résolution qu'on a sur une cible qui fait 50 cm par 50 cm. Donc le même modèle avec la caméra P1. Donc cette fois-ci, bon, on retrouve les mêmes précisions en termes de planimétrie et d'altimétrie à peu près. Le calcul est fait de la même manière avec les mêmes qualités d'indicateurs sur Pixel.d. Et cette fois-ci, on a une bien meilleure résolution de façon assez normale sur la cible, sachant qu'on est un tout petit peu plus haut, puisque là, le vol est à 60 mètres contre 50 mètres juste avant. Donc, on a un vrai gain de qualité sur la résolution des orthophotos, ce qui permet, bien entendu, d'avoir des éléments beaucoup plus détaillés dans ce qu'on va rechercher. On note qu'on voit à peine la fissure sur le sol. Là, on distingue bien sûr la cible. Ici, là, on voit très nettement qu'il y a une fissure sur le sol à gauche et puis on distingue beaucoup mieux la cible, bien entendu. Donc, ça va aussi aider à avoir des positionnements, des points de calage et de contrôle plus justes que ce qu'on fait quand on les place sur des modèles qui ont cette qualité-là. Donc là, c'est la P1. Il existe un mode Smart Oblique qui est très intéressant sur la caméra P1, qui va être un petit peu l'équivalent de ce qu'on a sur le Phantom 4 RTK, où on va pouvoir, sur le Phantom 4 RTK, faire un vol en 3D, ce qu'ils appellent. Donc, ça va permettre de, à la fois, réduire, ou tout du moins, se rapprocher d'une erreur X égale Y égale Z, donc d'avoir une erreur uniforme sur les 3 axes, et aussi, bien entendu, de donner de la texture sur les surfaces verticales, là où quand on n'est qu'en nadir, effectivement, on a des difficultés sur les éléments verticaux, les murs des bâtiments, clairement, ou les murs de soutènement, enfin ce qui est vertical. Là, on va à la fois amener de la texture et de la justesse, et en plus améliorer la précision en Z pour se rapprocher de la précision planimétrique qu'on a. Donc c'est quelque chose qui marche très bien sur le Phantom 4 RTK, mais qui nécessite plusieurs vols ou plusieurs passages. Et donc, sur le Matrice 300, le passage est fait en une fois et seules les photos, l'algorithme qui gère ce mode Smart Oblique va faire un choix et prendre que les photos intéressantes en fonction de la position du drone et de la zone qu'on souhaite modéliser. Le drone va adapter sa vitesse tout seul en fonction du nombre de photos qu'il prend sur les zones. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas régler la vitesse du drone dans cette mission, c'est le drone tout seul qui choisit ses vitesses en fonction de la zone sur laquelle il est. S'il doit prendre qu'une seule photo, bien entendu, c'est la configuration où il va évoluer le plus rapidement. Et s'il a 5 photos à prendre, c'est bien entendu la configuration où le drone ralentit et va aller le moins vite de sa mission. Donc, ce que ça génère, c'est qu'effectivement, on voit le drone qui avance à une certaine vitesse à un moment de la mission, puis qui va se mettre à accélérer, puis ralentir, puis réaccélérer. Donc, il va vraiment adapter, l'algorithme va adapter en fonction du nombre de photos la vitesse du drone. On a dans ce mode Smart Oblique la possibilité de définir l'orientation du coup de l'oblique de la caméra, et en fonction de cette orientation et de l'altitude, on va avoir une pattern de vol qui va évoluer de quelque chose qui est ce qu'on note sur la gauche, là, la mapping area à gauche, à une mapping area sur la droite. Donc, sur la droite, ce serait une caméra qui serait très proche du 0 degré, 0 degré étant l'horizon. Sauf qu'on va pouvoir plutôt se remonter autour de 60 degrés de mémoire. Mais, et sur la gauche, on est sur un système qui se rapproche du nadir, donc où là, la caméra va être très, très regardante vers le sol.
Le principe, c'est que le drone va prendre des photos dans des directions qui vont regarder la zone qui est à modéliser. Je vais vous montrer juste derrière sur une diapo ce que ça donne sur Pixel.d, ça permet de mieux se rendre compte. Donc là, c'est les positions des photos sur Pixel.d. On voit bien que sur les deux extrémités droite et gauche de la mission, les photos regardent le centre. Donc il y a une photo qui est prise qui regarde le centre. Dès qu'on commence à se rapprocher de la zone qui nous concerne et qu'on a définie dans l'interface de vol DJI Pilot, il prend deux photos, une nadir, une qui regarde le centre. Quand on est dans les extrémités qui sont les plus proches de nous, bon, il a une photo qui regarde le centre. Et dès qu'on rentre dans la zone à modéliser, il va prendre deux, trois photos pour terminer par une toute petite zone où il n'y a que quelques photos nadir, qui est le centre du projet, mais on a vraiment une gestion intelligente des photos qui est prise. Là où sur le Phantom 4 RTK, on a une pattern qui prend les mêmes photos sur tout le projet. Donc, disons qu'en mode 3D sur le Phantom 4 RTK, on a un peu trop de photos. Il y a des photos qui sont prises qui ne servent pas, puisque effectivement, celles qui sont prises vers l'extérieur du modèle servent un petit peu, mais dans une moindre mesure. Sur la caméra P1, on va garder uniquement dans ce mode de vol oblique les photos qui aident à améliorer la reconstitution par photogrammétrie. C'est intéressant à la fois dans les temps de vol. On va faire un vol pour là où on en aurait fait plusieurs avec le Phantom 4 RTK. Et aussi dans les temps calcul derrière, parce qu'on garde uniquement les photos qui servent réellement à la reconstitution, à améliorer cette précision en altimétrie et les données sur les surfaces verticales. Donc là, quelques captures de l'interface DJI Pilot que vous connaissez peut-être par d'autres produits de chez DJI. C'est l'interface qui va de plus en plus être le standard sur toute la gamme Enterprise. Qui ressemble beaucoup dans sa conception à DJI Go ou GS Pro, parce qu'on retrouve les mêmes interfaces en haut. On n'est pas perdu dans la position des icônes ou des suivis. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'ergonomie que DJI a l'habitude de produire. Et donc là, particulièrement sur ces missions, on note qu'on va pouvoir choisir notre caméra avec l'optique qui est connue dans la mission, ce qui va définir le cadencement photo et la vitesse du drone. Dans le mode Smart Oblique, on va pouvoir effectivement définir l'inclinaison de la caméra. On a des retours d'informations sur le GSD. On peut gérer différentes méthodes de gestion de l'axe Z. Donc là, est sélectionné en hauteur relative au point de décollage. On peut aussi fonctionner en altitude absolue. Chose intéressante, donc ça c'est la capture sur la droite, c'est qu'on va pouvoir directement gérer le suivi de terrain dans la création de mission. Sur le Phantom 4 RTK, c'est vraiment un mode de vol presque à part entière, le suivi de terrain. Là, c'est une option qui s'insère dans la création de mission. Si on a un MNT qu'on veut suivre, eh bien, effectivement, on va valider cette option Terrain Follow et injecter notre MNT à ce moment-là. Derrière, on va pouvoir lui demander de fixer une hauteur de suivi de ce MNT, donc ce qui permet d'avoir un recouvrement qui est juste le même sur tout le projet. La caméra P1, elle a l'avantage de son capteur plein format, bien entendu. Donc, ça va permettre aussi des modélisations qui étaient soit très fastidieuses avec les fantômes, soit presque inaccessibles avec ces fantômes, on va dire. Donc là, c'est un mur de soutènement que j'ai modélisé, donc un vieux mur de soutènement hein, qui aurait certainement besoin de quelques travaux. Donc, ça, c'est dans vos métiers de savoir ce qu'il faudrait faire pour le remettre en état. Mais en tout cas, ça permet de se rendre compte un petit peu de ce qu'on peut faire. La caméra, elle a des valeurs d'ouverture dans lesquelles, effectivement, elle va être la plus performante. Donc, on va dire entre 5, 6 et 11. Et en fonction de la lentille et du réglage qu'on y met, on va avoir des distances minimales à respecter vis-à-vis de l'objet pour gagner encore quelques millimètres sur la précision du GSD. Cette modification d'ouverture, elle va réduire la distance hyperfocale et on va améliorer encore un tout petit peu le GSD. Donc ça, c'est vraiment si on veut aller chercher le GSD max, on va essayer de trouver la valeur qui correspond à notre projet et à notre lentille, bien entendu. Le modèle que j'ai assemblé, donc toujours sur Pixel.d, qui est à gauche, en bas à gauche, donc c'est un petit mur de soutènement. Et donc là, c'est des captures du modèle 3D. Hein, donc c'est pas l'orthophoto, c'est vraiment le modèle 3D issu
de Pix4D. Donc, ce qu'on note, c'est que c'est hyper intéressant. On a des choses qui sont habituellement assez compliquées. Enfin, tout du moins, Pix4D, c'est peut-être pas là où il excelle. Il y a des logiciels qui sont aussi un peu meilleurs sur ça. Mais on note que les angles de ces pièces, de ces piles de support, les angles intérieurs et extérieurs sont très bien définis. On n'a pas d'erreur. Ce qu'on notait souvent, c'est le drapage par photogrammétrie venait lisser les angles. Donc là, on a vraiment une justesse et une finesse sur cette pile qui est vraiment très représentative de ce qu'est la réalité sur le terrain. Donc, j'ai vu que, merci pour votre attention. Il y a quelques questions dans le chat. Ce que je vous propose, c'est de continuer, de continuer à les poser via le chat. On va nous y répondre et remonter le fil pour reprendre les questions qui ont été posées tout au long de la présentation. Et puis, je vous propose de rester dans ce format-là. C'est peut-être plus facile que la prise de parole par micro quand on est un petit peu nombreux. Alors, je vais remonter un petit peu le flux. Donc, il y avait des questions sur la durée de vie des batteries du Matrice 300. Les batteries, elles sont. Donc, nous, ce qu'on note, c'est qu'on commence à avoir un retour par exemple, sur les Phantom 4 Pro qui ont les mêmes batteries depuis un petit temps. On note qu'en fonction des usages, entre 60 et 120 cycles, on va dire, c'est la durée de vie maximum de ces batteries. 60 cycles étant un utilisateur qui va peut-être pas forcément avoir la possibilité de les stocker dans les meilleures manières, qui ne va pas forcément avoir la possibilité d'attendre un petit peu qu'ils refroidissent avant de les recharger. Donc ça dépend des typologies de projet. Hein. C'est un choix qui est fait par l'utilisateur. Et puis, 120 cycles étant quelqu'un qui est très précautionneux sur la gestion batterie, voire même au-delà, parce qu'on a des utilisateurs qui vont exceptionnellement un peu au-delà. 150 cycles, on a eu sur certaines batteries. Le suivi de DJI sur ces batteries est très fort, donc il va de toute façon vous alerter le drone sur la qualité de la batterie par des mesures de résistivité interne et bien entendu des comparaisons entre chaque cellule. Donc on est sur des batteries lithium polymère. Donc on va retrouver un petit peu sur le Matrice 300 cette même idée. On a la possibilité, ils ont un petit peu travaillé les batteries pour qu'elles puissent être chargées à chaud. Sur ce drone, on a la possibilité de poser, à l'atterrissage, de sortir une batterie, de la remplacer et de sortir l'autre, puis de la remplacer. Donc, c'est-à-dire de faire un changement batterie sans reboot produit. On est prêt à repartir immédiatement. Et au-delà de ça, DJI a travaillé un petit peu sur la charge à chaud, puisqu'on peut charger en une demi-heure une batterie qui vient d'être posée à 80% à peu près. Bien entendu, cela se fait un petit peu au détriment du nombre de cycles qu'on fera. Ce n'est pas le fonctionnement qui est conseillé. En tout cas, c'est un fonctionnement qui est possible. Et donc, pareil, ce choix reste à l'utilisateur. S'il a la possibilité d'attendre que la batterie refroidisse et de charger les batteries jusqu'à 100%, de les stocker dans des environnements idéaux, on fera le maximum de cycles. Et puis, effectivement, dans l'autre sens, si effectivement on est un peu agressif sur l'usage et qu'on n'a pas la possibilité d'attendre pour charger, on va avoir un petit peu moins de cycles. On a une question sur la station qu'on peut y associer en RTK et corriger éventuellement en NTRIP via Wi-Fi. Donc, oui, tous les fonctionnements sont imaginables sur le Matrice 300 RTK, de la même manière que sur le Phantom 4 RTK, c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir un pivot sol sur le terrain qui est directement connecté au drone, donc là, il faut fonctionner avec la DRTK2. On peut la proposer avec ou sans, petite différence par rapport aux matrices de 110 RTK où la DRTK2 était forcément inclus dans le pack. Là, on est plus comme sur le Phantom, on a la possibilité de l'ajouter ou non. Et si vous souhaitez corriger via votre propre base, via Wi-Fi en NTRIP, ça nécessite d'avoir un serveur NTRIP, d'être capable de créer ce serveur NTRIP, donc avec une adresse IP, un nom d'utilisateur et un accès. Mais c'est possible, on peut le faire par exemple en distribuant un matériel de chez MLead. MLead propose son matériel de le passer en mode base et de streamer. Il propose gratuitement un accès à des serveurs NTRIP. Donc, on va streamer la correction en 4G sur un serveur qui appartient à MLead. Et à partir de là, on peut se reconnecter sur ce même serveur et récupérer la correction de notre base terrain. Par contre, là, dans ce cas-là, ça nécessite 2 liens 4G. Si ça doit être fait en Wi-Fi, oui, c'est possible, mais ça nécessite une infrastructure locale avec un serveur NTRIP
pour se connecter. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas, les bases, elles n'intègrent pas forcément ça. Elles sont capables de streamer vers un serveur, mais pas forcément d'être leur propre serveur elles-mêmes. Et le drone, bien entendu, peut être, lui, directement mobile, connecté à Orphéon en 4G, donc en fonctionnement sans CAN, sans pivot local tout du moins. On a une question sur la possibilité d'orienter le capteur vers le haut, modélisation de sous-face d'un tablier de pont par exemple. Donc dans un premier temps, la caméra P1, elle est uniquement le système peut-être pour le système TimeSync 2.0 qui est proposé par DJI aujourd'hui n'est compatible qu'avec la caméra mononacelle inférieure. Donc, c'est vraiment pour avoir le géotag parfait au centre du capteur. On peut déjà nativement remonter un petit peu la caméra vers le haut, dans la limite où il y a un moment où on a les hélices dans le champ de vision. On devrait avoir des mises à jour assez rapides qui devraient permettre de le faire vers le haut. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Ce qu'on doit essayer, en tout cas, c'est effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore testé, mais ce qu'on doit essayer, et c'est quelque chose où on n'a pas de retour clair de DJI aujourd'hui sur ça, c'est de mettre la caméra P1 sur la monture supérieure et voir si le fonctionnement prise de photo fonctionne, au détriment, bien entendu, du TimeSync 2.0 qui, lui, de façon certaine, ne viendra pas géotaguer le centre du capteur. Après, dans les hypothèses en sous-pont, c'est peut-être pas problématique puisqu'on a déjà des problèmes GPS quand on est sous un pont. On a une question. Donc, pour la partie acquisition, quid des possibilités de réglage en vol manuel qui était limitée sur le RTK, possibilité de shooter en RAW, possibilité d'ajuster la balance des blancs, possibilité de montrer des filtres. Donc, on peut monter des filtres. Il y a un système sur la caméra qui permet de monter des filtres avec, on a les valeurs de diamètre. DJI va proposer des filtres, par exemple. Et puis, il y a toute une panoplie aujourd'hui, par exemple, Polar Pro qui a tendance à proposer assez rapidement aussi des filtres pour les drones DJI, il va certainement aussi s'y mettre. On avait déjà des filtres sur les caméras pour la X7 qui, a priori, sur la partie mécanique, devraient être adaptables, en tout cas sur les montures de la P1 qui sont très similaires mécaniquement aux optiques de la X7. Après, bon, il y a des limites à utiliser des filtres ou des filtres polarisants en photogrammétrie, mais ça, c'est un autre sujet. Sur les applications tierces et écrans secondaires, donc il est possible, donc là, effectivement, le smart controller est livré avec un écran intégré qui se retrouve un petit peu entre les mains. On a deux possibilités. Soit effectivement, il y a une sortie HDMI, donc on a la possibilité de brancher un écran en HDMI sur la radiocommande. On a aussi la possibilité de demander de ne pas utiliser cet écran et de brancher une tablette externe, donc là plutôt de fonctionner comme on a eu l'habitude sur d'autres produits DJI avec une tablette externe qui a DJI Pilot dessus. Sur les apps tierces, oui, effectivement, les développeurs d'applications tierces commencent à se pencher sur le Matrix 300 et on va avoir effectivement des applications qui vont être compatibles. Aujourd'hui, je sais que les éditeurs de ces solutions sont tous en train de travailler pour rendre compatibles leurs applications avec le Matrix 300. Aujourd'hui, on n'a pas de certitude et pas de contact chez tous les éditeurs. En tout cas, ils l'ont souvent fait sur les produits de la gamme DJI et c'est aussi avec intérêt qu'ils se rendent compatibles parce que c'est aussi un marché important pour ces éditeurs. Possibilité de shooter en RAW, de régler l'appareil photo. Donc, on peut intégralement régler l'appareil photo. On a tous les modes de prise de vue qu'on retrouve sur un appareil photo professionnel. Et on a la possibilité de shooter en RAW, peut-être pas en Smart Oblique Mode, là où la cadence est la plus forte, puisqu'effectivement, ça, j'ai un doute. Effectivement, de shooter en RAW, ça nécessite un peu plus de temps pour écrire, donc de shooter soit en JPEG plus RAW, soit juste en RAW, ça nécessite un peu plus de temps pour écrire les photos sur la carte SD, bien entendu. Donc, on ne va certainement pas arriver dans les modes Smart Oblique, là où la caméra doit être cadencée à 0,7 secondes, à tenir ces 0,7 secondes avec du RAW ou du JPEG plus RAW. Par contre, il est bien entendu possible en manuel de shooter en RAW ou en JPEG plus RAW ou juste en JPEG. Certainement aussi en mode mission automatique hors oblique. Donc là, il faudra bien ralentir la cadence du drone pour que ce soit compatible avec le temps de prise de photo, mais c'est possible. Effectivement, aussi, sur le Phantom 4 RTK, en vol manuel, on n'avait aussi pas la possibilité de cadencer les photos avec un timer.
C'est quelque chose qui est possible là dans les vols manuels. On peut cadencer la caméra avec un timer. Donc, le timer mini étant 2 secondes, les 0,7 secondes étant réservés au mode Smart Oblique. Mais on peut cadencer une photo toutes les 2 secondes ou 5 secondes, 7 secondes, 30 secondes. Enfin, on a tous les timings possibles. On a une question sur le M300 et la réglementation européenne. Donc là, aujourd'hui, le fonctionnement, chaque partie prenante a exprimé sa volonté que ces outils soient conformes avec la future réglementation européenne. Il n'a pas de tampon de classe aujourd'hui pour la raison principale, c'est que les classes n'étaient pas définies. Les classes 5 et 6 sont encore en train d'être finalisées pour être conforme à cette réglementation. En revanche, il est conforme avec la réglementation française, donc qui sur de nombreux points ressemble à la future réglementation européenne. Ce qu'on peut dire, c'est que DJI a clairement exprimé sa volonté de se rendre conforme quand on aura le cahier des charges définitif et que les intervenants qui devront confirmer ces classes sont bien définis. En tout cas, DJI a bien sûr émis sa volonté, comme peut-être il l'a fait sur l'identification à distance, qui est quelque chose qui est arrivé, qui est obligatoire là, depuis 3 mois, mais qui a été introduit il y a 6, 8 mois ou 10 mois, on va dire. DJI a pris toute sa gamme de produits qui était sur laquelle, au niveau hardware, il était possible de le faire et les a mis à jour pour que ce soit possible. Donc, ça remonte au Phantom 4 Pro V2, toute la gamme OcuSync. Bon, après, il y a des limites aussi où DJI, il n'avait pas prévu le hardware il y a 5 ans sur ses produits pour le faire. Donc, on a quand même des limites techniques là-dessus. Le fabricant a quand même des limites techniques qui ne s'est pas levé. Après, il existe des fonctionnements externes pour lever ces limites aujourd'hui. Mais en tout cas, DJI a bien entendu exprimé sa volonté de rendre ces produits compatibles, donc dans la limite du possible. Si la réglementation, elle impose quelque chose qui n'est pas présent en hardware sur un produit, ce ne sera pas possible de le faire sans modification. Mais en tout cas, DJI a bien prévu a bien communiqué et prévu de s'appuyer à la fois sur, si c'est des laboratoires qui valident ou sur ces distributeurs ou en interne pour rendre compatible. Il n'a aucune volonté de laisser filer un marché qui est installé, sur lequel il y a des outils qui fonctionnent et dans lequel il a une belle reconnaissance et une belle part aujourd'hui. Donc clairement, c'est quelque chose sur lequel il a exprimé sa volonté de le faire. Côté européen, ils ont effectivement peut-être assoupli une part du discours. Ils ont exprimé leur volonté de peut-être faire des scénarios standards des scénarios, enfin des fonctionnements en spécifique non standard, mais qui seraient quand même prédéfinis. Ce seraient les mêmes scénarios, les mêmes fonctionnements que sur les classes 5 et 6, mais pour des drones qui n'auraient pas l'autocollant. Donc, on ne serait pas dans le standard, on serait dans le spécifique prédéfini. Donc, l'Europe étudie quand même cette possibilité aujourd'hui et a communiqué sur le fait qu'elle l'étudiait. Ce serait une copie des scénarios spécifiques standards, mais avec des drones qui n'ont pas les autocollants de classe. Du moment qu'ils sont conformes à la classe, mais qu'ils n'ont juste pas l'autocollant ou le tampon, entre guillemets. Donc, bon, tout ça va se mettre un petit peu, se mettre en fonctionnement là à partir du milieu d'année et puis pendant les 3 années qui arrivent. Hein. On a, nous, de toute façon, la possibilité d'exploiter ces machines jusqu'à fin 2023 dans les scénarios français. Hors S4, mais bon, on n'était pas dans ce sujet-là, sur ces produits-là pour le moment. On a une question sur la disponibilité de la P1. Donc, les P1, elles sont disponibles aujourd'hui. Le produit est sorti. Si on parle de notre exemple, on a des commandes en cours qui arrivent un peu au compte-gouttes. Bon, il y a toujours un petit peu ces sujets qu'on retrouve chez tous les fabricants, chez DJI, mais chez d'autres aussi, hein, qui sont le volume qui est lié au démarrage produit. Il y a une demande qui est très forte. Donc nous, on a plusieurs commandes qui sont en cours chez DJI, les premières commençant à être livrées, mais un peu au compte-gouttes. On n'a pas du tout les volumes
qu'on a commandé. Mais en tout cas, ça, c'est un problème qui est souvent lié à la sortie produit, hein. C'est une demande qui est plus forte que la capacité de production et qui seront soldées dans les quelques mois. En tout cas, nous, aujourd'hui, on sait prendre des commandes et donner des délais approximatifs de livraison, puisqu'on voit à peu près aujourd'hui les cadences qui nous sont proposées. Aujourd'hui, on livre les premiers utilisateurs qui avaient précommandé, bien entendu, en premier, mais c'est des caméras, en tout cas, dans quelques semaines ou plus tard, un petit mois, qui seront disponibles quasiment immédiatement. Question sur le LiDAR, peut-être on reviendra juste à la fin sur le LiDAR en conclusion, j'y reviendrai. On a une question sur le scénario 2 qui ne nécessite pas de parachute. Alors nous, en fait, ce qu'on voulait présenter en fait, dans la diapo initiale, c'est qu'on a soit la possibilité de l'homologuer uniquement S2, donc là, nous, on va uniquement intégrer un coupe-circuit, ou de l'homologuer en S2, S3, donc là, on intègre le coupe-circuit plus le parachute. Sur la partie coupe-circuit, donc nous sur le système, on travaille avec Dronavia, et sur la partie coupe-circuit, particulièrement, on travaille avec Dronavia sur un système intégré, c'est-à-dire que on ouvre la machine et on va placer une petite carte à un endroit qui nous a été présenté dans le travail avec Dronavia et DJI pour aller envoyer une information sur la carte mère du drone de coupure moteur. Donc ça nous permet d'être assez transparent finalement. Si vous l'utilisez en S1 ou S2, il n'y a aucun organe externe sur le drone qu'on vient ajouter. Il y a une petite carte interne qui envoie un signal sur la carte mère du drone, sur une des entrées, pour lui demander de couper les moteurs. Et sur le scénario 2, le parachute, bien entendu, est un organe externe aujourd'hui. DJI ne s'occupe pas de ces. Aujourd'hui, n'a pas de gestion de cette conformité française. C'est un petit peu compliqué d'être conforme pour DJI, c'est un fabricant mondial, d'être conforme avec l'ensemble des pays. Ce sera plus facile pour DJI peut-être à moyen long terme de s'accorder sur un bloc européen et d'avoir des machines conformes européennes. Ce sera peut-être plus facile. Et là, on verra peut-être des intégrations DJI de parachute. Donc effectivement, pour être en règle en S2 et en S3, il faut bien le coupe-circuit plus le parachute, si vous voulez faire les deux scénarios. Par contre, le parachute n'est pas obligatoire de monter le parachute pour le scénario 2. Des datasets autres que ceux de DJI sont-ils disponibles? Oui, donc on a des datasets qu'on va mettre à disposition, qu'on a fait nous. Après, il commence à y avoir des datasets de distributeurs dans l'ensemble des pays européens. J'ai vu que nos confrères allemands avaient publié aussi des datasets. On commence à en trouver un peu partout. Donc nous, on va effectivement vous faire un petit mail de remerciement dans lequel on intégrera des datasets que vous pourrez utiliser de votre côté. Sur le Phantom 4 RTK, il manque, c'est le dernier drone avec le Phantom 4 multispectral sur lequel DJI travaille encore sur la mise à jour firmware pour l'identification électronique à distance. On avait des informations, nous, sur une disponibilité de cette mise à jour pour à peu près avril, donc enfin mars-avril. Donc, ça devrait plus tarder. Donc, sur le L1, donc, qui est là et sur lequel on reviendra ultérieurement. Donc, le LiDAR L1, c'est une intégration de DJI qui vient travailler. DJI avait incubé une startup qui s'appelait Livoxtech. Livoxtech avait pour objectif de démocratiser la partie tête qui capte la partie scan, chose qu'ils ont fait. Et DJI aujourd'hui intègre ces têtes. Donc là, c'est la tête Avia qui est intégrée. Il y ajoute bien entendu une centrale inertielle, la gestion GPS, toute l'interface drone. D'autres assembleurs LiDAR proposent des lidars basés sur les têtes Livox aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être très sympathique. Les têtes Livox, on les connaissait déjà, nous, par Great Valley International. Elles sont assez qualitatives, elles sont peu bruitées, chose qu'on avait des fois sur certaines têtes entrée de gamme, des problèmes de bruit, de mouches clairement sur les nuages de points. Là, on est sur quelque chose qui est quand même très qualitatif. C'est une sortie produit qui était annoncée pour le premier trimestre 2021. Donc, le premier trimestre, on y arrive à la fin du mois. Et officiellement, les nouvelles sont que c'est toujours dans ce timing-là. Donc, nous, on espère avoir des unités à proposer courant avril compatibles avec le M300. Merci à vous. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions. Je suis disponible s'il y en a que j'ai oublié. Je refais une passe sur les questions.
Non, bah, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à compléter ou à ajouter d'autres interrogations. En tout cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est que sur la caméra P1, c'est conforme à la fiche technique qu'on avait et aux présentations distributeurs qu'on a eues de chez DJI. C'est quelque chose qui est très plug and play. Le drone, s'il est à jour, reconnaît la caméra et l'application, mais connaît la caméra. Les renseignements des différentes lentilles sont faits dans DJI Pilot pour la création des missions. On n'a pas, on s'est pas heurté à aucun problème de compatibilité ou d'application qui génère des erreurs. On a eu un fonctionnement qui était vraiment conforme à la fiche technique et aux présentations qu'on avait eues, donc très plug and play et très lisible, toujours dans l'ergonomie DJI. Les menus sont bien déroulés, bien conformes à ce qu'ils ont l'habitude de faire. On a une question sur la Smart Acquisition. À quel point est-elle paramétrable? Donc, elle est paramétrable. Ce qui ne va pas être accessible, c'est les vitesses d'évolution du drone. Donc là, c'est l'algorithme qui choisit effectivement à quelle vitesse il va évoluer sur le parcours en fonction du nombre de photos. Ce qui n'est pas accessible non plus, c'est le nombre de photos qui est prise sur la zone. Donc ça va dépendre de deux points qui sont paramétrables, eux, qui sont la hauteur de vol et l'inclinaison de la caméra dans ce smart oblique. En fonction de ces deux données entrantes, l'algorithme va choisir la vitesse du drone et les positions des photos qu'il va faire. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. C'est un webinaire qu'on proposera en rediffusion sur nos réseaux sociaux, donc que vous pouvez suivre si vous le souhaitez. C'est aussi par ce biais souvent qu'on communique par exemple sur ce type d'événement qu'on propose. Donc on en proposera un sur le L1 dès qu'on aura eu un petit peu avancé et eu la main dessus pour créer des nuages de points. En tout cas, on est très impatient de voir ces produits arriver et la caméra P1, en tout cas, sur sa part, répond pleinement au cahier des charges qui avait été proposé par DJI à son annonce. On reste bien entendu disponible, que ce soit Tiffany ou moi, par mail. Vous pouvez nous contacter, soit il y a différents formulaires sur notre site web, soit si vous le souhaitez sur contact@escadrone.com. Si vous souhaitez qu'on vous précise des délais, des prix sur cette caméra, on n'en a pas parlé, mais sur la caméra, il y a un budget qui est autour de 5 000 €, optique incluse. Merci à tous. Bonjour à l'équipe Infrabel de Belgique. J'ai vu qu'on avait beaucoup d'invités de marques avec lesquels on a déjà échangé sur différents sujets. Donc bonjour à tous, bonne journée en tout cas. Et puis bon week-end à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.